Robert Neville considéra le nouveau peuple de la Terre. Il savait qu'il n'en faisait pas partie. De même que les vampires, il était pour eux une abomination, un objet de sombre terreur qu'il fallait détruire. L'ironie. J'ai un ami qui... Ok. J'ai un ami qui me soutient mordicus que pour qu'un film soit considéré comme un chef-d'œuvre, il doit pouvoir être vu aujourd'hui ou à n'importe quelle époque sans vraiment donner l'impression d'avoir vieilli. C'est un point de vue avec lequel je ne suis pas du tout d'accord. Chaque film est une représentation de son temps, et le sortir de son contexte, ça n'est pas lui rendre justice. D'autant plus que ça voudrait dire qu'avec le temps, les bons films deviennent des mauvais films. Oui, mais je suis là pour vous parler de Je suis une légende, écrit par Richard Matheson en 1954. Il a été adapté 3 fois au cinéma, et le héros a été interprété par 3 très bons acteurs qui sont chacun des bons représentants de leur époque respective. Le premier film date de 1964, The Last Man on Earth, appelé simplement Je suis une légende en français. On y retrouve le grand Vincent Price dans le rôle principal. Le second est sorti en 1971 sous le nom The Omega Man, aussi connu comme Le Survivant. Vous y verrez Charlton Heston et son charisme légendaire. Enfin, vous connaissez probablement l'adaptation de 2007 avec Will Smith, appelée elle aussi I Am Legend, Je suis une légende. Pour l'anecdote, Ridley Scott voulait faire une adaptation en 1998 avec Arnold Schwarzenegger. Mais bon, le projet est resté une simple idée et n'a jamais décollé. Quoi qu'il en soit, les 3 films que l'on a sont des interprétations très différentes du roman d'origine. Chacune a ses forces et ses faiblesses, et je vais m'atteler à les comparer. Dans les grandes lignes de cette histoire, nous suivons Robert Neville, qui est le dernier survivant d'une épidémie à l'échelle planétaire. Celui-ci est mis en danger permanent par des créatures autrefois humaines qui ne peuvent vivre que la nuit. De purs vampires dans le roman d'origine, mais qui sont interprétés différemment dans chaque film. C'est une histoire d'apocalypse assez novatrice pour son époque, et qui a clairement inspiré plusieurs épisodes de la 4ème dimension. Dans un premier temps, je vais donner les meilleurs côtés de chaque film. Bien entendu, comme je vais les décortiquer en détail, il va y avoir de nombreux spoilers! Et comme je ne fais rien comme tout le monde, je vais commencer par la version de 2007. Will Smith porte ce film sur ses épaules, et il est loin d'être mauvais. On a tendance à l'oublier, mais c'est un bon acteur. Le point le plus fort de ce film tient dans ses décors. Les 3 films accomplissent un excellent travail de ce côté-là, et rendent très bien cette ambiance de désolation urbaine. Mais c'est vraiment cette version de 2007 qui tient la médaille d'or, autant pour ses rues abandonnées que pour sa scène d'évacuation qui est assez impressionnante. Les décors sont détaillés et... qu'est-ce que c'est que ça? On peut dire que c'est à propos. L'introduction aussi est intéressante. L'épidémie commence à cause d'un soin contre le cancer qui dérape. Ce qui est une très bonne modernisation de l'origine du mal, qui reste assez douteuse dans le roman et le premier film. En fait, tout le premier acte de cette version est excellent. On s'attache au personnage et à son chien. Le rythme est lent, mais la tension vous maintient sur votre siège. De plus, la relation avec le chien est aussi très bien rendue, on sent leur complicité, et il faut dire que le berger allemand de Will Smith est quand même plus cool que l'espèce de caniche de Vincent Price. Bon, en réalité, utiliser un chien pour créer de l'émotion est une facilité, car on a tout de suite de l'empathie pour lui, mais facile ou pas, le résultat y est. D'ailleurs, la scène où notre héros est obligé d'étrangler son chien car celui-ci a été mordu et se transforme, est la seule scène avec un impact émotionnel dans ce film. On se met à la place de Will Smith, et c'est particulièrement touchant pour toute personne à qui c'est déjà arrivé. Je veux dire perdre un animal, hein, pas étrangler un chien. J'ai jamais étranglé chien, moi, monsieur. Ou alors il y a longtemps. Ou j'ai oublié. Ou bien il sentait pas bon. Après la mort du chien, le film perd beaucoup en qualité narrative, mais je reviendrai dessus plus tard. Malgré tout, j'aime bien le fait que Will Smith cherche à tout prix des survivants, et qu'une fois qu'il en trouve, il est agacé par la perturbation de son quotidien. I was saving that bacon. Passons maintenant en 1971. Cette version menée par Charlton Heston est la plus éloignée du roman, et le meilleur film des 3 à mes yeux. Sa force est aussi une petite faiblesse. C'est un film beaucoup plus classique qui ne prend pas de risques. Il est très manichéen, les gentils et les méchants sont clairement démarqués, et il n'y a pas cette part de doute qui fait la force du film de 1964. Malgré tout, je trouve que ça en fait un meilleur film. Il y a des conflits qui font avancer l'histoire, qui permettent de développer les personnages. Comme chaque film est un reflet de son temps, et vu qu'on est ici en pleine guerre froide, le mal est propagé par une guerre bactériologique entre la Chine et la Russie. Ah ça, c'est jamais la faute des Américains. Ici, les malades sont plus humains que dans les autres films et forment une secte qui se fait appeler la famille, qui veut effacer les péchés du passé. J'aime bien justement ce côté humain, ils sont un reflet déformé de nous-mêmes, et ça donne lieu à de nombreuses scènes d'action qui sont vraiment les bienvenues. Et puis, Charlton Heston tient ce film par les couilles. On peut penser ce qu'on veut des choix personnels qu'il a fait durant sa vie, c'est quand même l'un des plus grands acteurs de son époque.
La folie provoquée par la solitude est bien mieux jouée que dans le film avec Will Smith, car plus subtile dans le jeu d'acteur. J'aime particulièrement la scène des téléphones au tout début du film. There is no phone ringing, damn it! There is no phone. Mais bon, Charlton Heston étant ce qu'il est, il y a des sous-entendus bibliques dispersés à travers le film. Surtout en ce qui concerne la fin, qui n'est pas franchement subtile. Pour faire simple, notre héros se fait percer le flanc par une lance, il donne son sang pour sauver l'humanité et meurt les bras en croix. Même si c'est une fin très américaine, je trouve qu'elle marche franchement bien. Mais la meilleure fin reste quand même celle commune au roman et au film de 1964. Avant d'en parler, voyons le reste du film. Il a ses scènes chocs, je pense en particulier aux scènes de charnier qui sont très gore pour l'époque. Le côté solitude et désespoir est vraiment bien montré dans cette version. Vincent Price ne vit pas, il survit, et chacun de ses gestes quotidiens n'est que la mécanique d'un homme qui refuse de mourir alors qu'il n'a plus de raison de vivre. Another day. Another day to start all over again. C'est l'adaptation la plus fidèle du roman, pour le meilleur et pour le pire. C'est aussi ce film qui a inspiré Romero pour Sa Nuit des Morts Vivants et qui a donc engendré indirectement toute l'histoire du zombie dans le cinéma. Mais ça, nous en parlerons plus en détail la prochaine fois. La fin. La fin présente un excellent retournement de point de vue. Tout le long du film, Vincent Price tue des vampires en journée alors qu'ils sont faibles. C'est présenté comme un geste quotidien et justifié qu'on ne questionne naturellement pas. Mais à la fin, on se rend compte que de leur côté, les vampires sont en train de recréer une civilisation qui a peur d'une créature qui n'est pas comme eux, un être qui peut survivre le jour et les tuer alors qu'ils sont sans défense, un être contre lequel ils ne peuvent rien car ils se protègent avec des croix et de l'ail, et pour les vampires, cette créature du passé est une véritable légende. Et voilà d'où vient le titre, et c'est le seul des films qui l'utilise correctement. Il y a même cette petite cruauté envers les spectateurs, car on nous donne l'espoir d'un happy end, mais cet espoir est écrasé sous nos yeux par la stupidité et la violence humaine. J'adore. They were afraid of me. Globalement, je conseille ces trois films qui ont chacun leur qualité, mais je ne vais quand même pas manquer l'occasion de les casser un petit peu, juste pour le plaisir de chercher la petite erreur qui ne va pas. Surtout dans le film avec Will Smith. Pour le moment, continuons avec la version de 1964. Déjà, en dehors de Vincent Price, les autres acteurs ne sont pas très bons. En soi, ça n'est pas gravissime, mais ça m'amène au plus gros problème de ce film, les voix. We both know how hard you've worked. I'm sorry, Ben. I just can't accept the idea of universal disease. Tout a été redoublé en post-production, ce qui est normal, mais ça s'entend trop et ça nous sort de ce film dans lequel on doit se sentir impliqué, on doit se mettre à la place du héros pour sentir son tourment. Ensuite, c'était intentionnel de donner aux vampires cette allure de cadavre animé, et étant fan de Zombieland, je trouve que c'est un bon choix. Mais si Vincent Price les repousse facilement, même quand il est complètement entouré, ça enlève l'impression de menace. Je n'aime pas non plus la voix off, la voix qu'on a dans sa tête au début du film. C'est une facilité qui est utilisée pour les adaptations de romans et ça ne marche jamais. Mais bon, heureusement, on ne l'a qu'au tout début du film. Je n'ai pas beaucoup de critiques à faire à la version de 1971. Ça ne veut évidemment pas dire que ce film est parfait, mais comme je l'ai déjà dit, il est beaucoup plus linéaire. Il n'ose rien de nouveau, il ne présente pas de remise en question, ce qui est un peu dommage, mais ce qu'il fait, il le fait bien. Allez, juste pour dire, voici quelques détails. Charlton Heston survit à l'explosion de son hélicoptère? Sérieux? Et vers la fin, sa copine se transforme en une demi-journée alors qu'on nous a bien montré qu'il faut un certain temps pour que la maladie évolue? Quoi? Enfin, dans ce film, il y a des sous-entendus religieux tout en critiquant le côté sectaire. C'est un peu un double message, non? Mais soyons honnêtes, le film que je veux vraiment critiquer, c'est celui avec Will Smith. Allez, globalement, je l'ai bien aimé, mais il a quand même quelques gros problèmes. Commençons par ce qui est le plus subjectif. Les images de synthèse. Vraiment, je trouve ça moche. C'est un film dans lequel on doit rentrer pour qu'il marche. Or, ces monstres qui ressemblent à la momie quand elle crie me sortent complètement du film. Et je ne parle même pas des animaux qui ne sont pas crédibles pour un sou. Mais bon, ça c'est plus une question de sensibilité personnelle. Par contre, il y a plein de détails objectifs qui gâchent l'ambiance. La plupart des moments où Will Smith est censé jouer un personnage rendu fou par la solitude ne sont pas trop crédibles. D'ailleurs, même si le chien est un des points forts du film, il perturbe cette solitude. De plus, notre héros a un petit peu trop l'air de profiter de l'apocalypse pour qu'on s'inquiète vraiment pour lui.
Là ce sont des détails, mais on a l'histoire qui démarre vraiment après la mort du chien, et ça ne devient pas très intéressant. Viennent s'ajouter au cadre Planche de bois et Plante verte, deux personnages totalement dénués d'intérêt, surtout Plante verte, je ne suis même pas sûr qu'il dit un seul mot de tout le film. Concernant Planche de bois, je peux accepter un monde où un traitement contre le cancer a créé des vampires zombies, mais je ne peux pas accepter un personnage qui n'a même jamais entendu parler de Bob Marley. Non, ça c'est trop me demander, ce film a perdu toute crédibilité à mes yeux. Même Cthulhu connaît Bob Marley. Et j'ai dit que les aspects religieux n'étaient pas subtils en version de 71. Ici, le truc du message divin envoyé par l'image du papillon semble aussi forcé que la fin de Signe de Shyamalan. Il y a aussi les flashbacks qui ne sont pas très bien utilisés parce qu'ils nous montrent des choses qu'on a déjà devinées. Mais surtout, il y a la fin. Enfin, les fins. Déjà, la fin présentée dans la version définitive est juste horrible. Will donne le vaccin à Planche de bois, il se fait péter avec les vampires zombies. Fin. Ça n'est ni satisfaisant, ni intéressant. Quelle est la morale? Se sacrifier en éliminant ses ennemis, c'est cool? Ouais. En fait, on a l'impression que chaque scène du film pointe vers une autre fin, où les créatures seront présentées comme autre chose que de simples monstres. Et c'est parce que c'est le cas. La fin originale n'a pas plu au public test et donc ils l'ont changé à la dernière minute. Ça marche pas comme ça un film. Chaque séquence est là pour amener vers une fin. Et si on change cette fin, tout le film perd son sens. À l'origine, Will Smith devait rendre au chef des vampires zombies la femme qu'il avait au préalable enlevée. Au moins cette fin reste dans la logique du film, mais elle ne me plaît pas trop non plus. Elle manque de punch. Après toutes les souffrances qu'a subi notre héros, je ne peux pas accepter un « Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant ». Pour moi, il doit mourir pour la morale de cette histoire, qui est « il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, juste des êtres qui n'arriveront jamais à se comprendre et qui sont prêts à tuer les autres pour leur propre survie ». Une morale déprimante s'il en est, mais qui marque les esprits. Au final, je crois que la meilleure version de cette histoire reste quand même le roman d'origine, parce que c'est assez difficile de faire un film autour d'un personnage seul avec ses introspections. Difficile mais pas impossible bien sûr. Comme j'ai dit, ce sont 3 films que j'aime bien, et c'est intéressant de voir ce que chaque époque a fait à partir d'une même histoire. Si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Paf, vous pouvez aussi retrouver mes vidéos communes avec Goldo et Nurgle sur la chaîne Zone Geek et aussi nous suivre sur Facebook et Twitter. Maintenant, ça m'intéresse très fort d'avoir vos commentaires sur ce nouveau format, d'autant plus que l'un des commentaires sera choisi au hasard et que la personne recevra le dessin original de l'épisode du jour. Ben voilà, c'est un petit cadeau, et maintenant, tout ce que j'ai à vous dire c'est bye 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 bye.